Parlons vrai. Et tout de suite les infos avec Clémence Lobary, bonjour. Bonjour à tous. Maude Bréjon dénonce une action illégale. La porte-parole du gouvernement a réagi ce matin face à l'arrivée des tracteurs à Paris. Gouvernement qui a activé une cellule de crise. Les agriculteurs manifestent depuis ce matin, notamment sous la Tour Eiffel ou encore à l'Arc de Triomphe. Une mobilisation à l'appel de la coordination rurale, entre autres contre le traité de libre-échange avec le Mercosur. Syndicat qui réclame également des simplifications administratives, jugeant les normes trop contraignantes. Il appelle désormais à manifester devant l'Assemblée nationale. Son président lui réclame une rencontre avec Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. L'actualité, c'est également la tempête Goretti qui se rapproche de l'ouest de la France. La Manche est en alerte rouge. Une alerte qui débute ce soir à 21h. 24 départements sont également en vigilance orange vent violent à partir de 18h. De la Seine-Maritime à la Charente-Maritime en passant par la région parisienne. Météo France prévoit des rafales de vent pouvant atteindre 150 à 160 km/h sur les côtes de la Manche, 130 à 140 km/h à l'intérieur des terres. En parallèle, 3 départements restent placés en vigilance orange neige-verglas, la Haute-Savoie, la Savoie et le Vaucluse. Le pic de l'épidémie de grippe semble avoir été atteint dans les derniers jours de 2025. C'est l'annonce hier de Santé publique France, l'agence qui prévient qu'il ne pourrait n'être que provisoire. En effet, la circulation du virus reste soutenue dans le pays et l'activité est élevée dans les hôpitaux. Les consultations en médecine de ville, elles se sont stabilisées. La colère aux États-Unis après la mort d'une femme de 37 ans à Minneapolis. Elle a été abattue hier lors d'une opération de la police de l'immigration. Un acte relevant de la légitime défense selon le gouvernement Trump, alors que les responsables politiques locaux contestent cette version des faits. Et ce mercredi soir, des milliers de personnes se sont rassemblées sur les lieux du drame en hommage à la victime. Et puis on termine avec la très belle soirée des skieurs français. Première victoire de l'hiver pour Clément Noël. À quelques semaines des JO d'hiver, le Français remporte le slalom de Madonna di Campiglio. Un autre Français, Paco Rassa, prend la 3e place. Excellente matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble pendant 2 heures pour commenter l'actualité à 10h30, les débats. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. Avec vous, c'est quoi le problème? Alors, est-ce que vous avez reçu beaucoup de vœux cette année? Est-ce que vous avez reçu beaucoup de cartes de vœux? Moi je dois dire qu'au fil des années, on reçoit de moins en moins de cartes de vœux et même de vœux sur les réseaux. Plein de SMS, vous vous rappelez une époque où, absolument, où les réseaux quand il y avait étaient le saturés, début, et puis on recevait les messages à 3h du matin. À minuit, tout le monde s'appelait. Non, c'est vrai, beaucoup moins qu'avant. Il n'y a plus le côté à minuit le premier, tout le monde s'appelle. Et quant aux cartes de vœux, ça coûte trop cher peut-être. Et on va en parler avec vous puisque le gouvernement... On ne plus qu'on va passer des bonnes années. Oui, c'est ça, c'est la vraie question. Pourquoi on ne se souhaite plus les vœux? Mais c'est vrai que le gouvernement a annoncé, on va en reparler avec vous dans un instant, de supprimer, c'est le Premier ministre qui a demandé à ses ministres de ne plus envoyer de cartes de vœux papier. Ce n'est pas sans conséquence. Alors sinon, dans nos débats, écoutez, je crois que le mot du jour, c'est inacceptable. Inacceptable, un blocage inacceptable. Vous l'avez entendu dans le rappel des titres. Ce sont les mots de Maude Bréjon à propos des agriculteurs qui bloquent Paris. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous comprenez leur colère et leur désespoir? Inacceptable, trop de gens dorment à la rue. Avec le grand froid, évidemment, c'est encore plus d'actualité. Mathilde Panot, députée LFI, propose des réquisitions de logements vacants. Qu'en pensez-vous? Là aussi, ça fait débat. Et puis inacceptable, les manifestations et les dégradations d'après-match, après la victoire de l'Algérie, des manifestations, des dégradations à Marseille, à Lyon, à Paris et à Roubaix. Est-ce qu'on est obligé d'accepter cela? On y reviendra tout à l'heure. Alors... Justement, Valérie, pour démarrer le son qu'on pourra passer à vos débatteurs, je vous propose justement d'écouter Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement, qui a lancé un avertissement aux agriculteurs qui bloquent Paris. C'était sur France Info ce matin. Pour autant, la situation qu'on voit depuis cette nuit, depuis ce matin, n'est pas acceptable. Et donc sur l'appel à manifester devant l'Assemblée nationale, comme sur les tracteurs qui sont en ce moment même sur la place de l'Étoile à l'Arc de Triomphe, je n'ai qu'une chose à dire, tout ça est illégal, nous ne laissons pas faire et nous ne laisserons pas faire.
rapport de force dont on pourra en parler avec vos débatteurs. Absolument. Félix, donc nous parlions des vœux, des cartes de vœux. Alors l'actualité, ça a été effectivement cette annonce du Premier ministre demandant à ses ministres de ne plus envoyer de cartes papier. Oui, la consigne est formelle de la part de Sébastien Lecornu aux différents ministères. Vous n'envoyez plus de cartes de vœux, vous allez vous contenter désormais d'envoyer des mails de bonne année. On a envie de dire merci, au revoir. Est-ce que c'est de la radinerie ou est-ce que vous dites qu'après tout, il n'y a pas de petites économies? Bon, je vous laisse en juger. D'ailleurs, vous pouvez nous le dire au 0826 300 300. L'objectif, en tout cas, dit Matignon, attention, c'est de réformer structurellement la communication de l'État. Rien de moins. Et donc, ça passe par ça, par les cartes de vœux. La com de l'État, si on additionne un peu tous les ministères, etc., 1 milliard d'euros par an à peu près. Objectif, donc, 1/3 de moins. Et visiblement, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Si ça permet d'économiser 10 000 euros par ministère, de ne plus envoyer de cartes de vœux, c'est toujours ça de prix quelque part à trancher Matignon. Oui, mais bon, c'est sûr que tout le monde n'est pas ravi de cette décision. Oui, la carte de vœux, quelque part, c'est quand même une tradition, une habitude culturelle. C'est ce que nous disent les fabricants, les vendeurs aussi, tout simplement, de cartes. On va être dans un instant avec le leader du secteur, Editor, qui propose d'en envoyer gratuitement 5 000 à chaque ministère des cartes de vœux. À votre bon cœur, on en est là. Le tout Internet, quelque part, peut-être que ça a un peu cassé une part de tradition, de folklore. Ça donne quelque chose de plus aseptisé. C'est vrai qu'un mail, c'est plus impersonnel. Et encore, si on en envoie un, c'est pas les cartophilistes qui vont vous dire le contraire. Si vous voulez. Les cartophilistes, je ne sais pas si vous connaissez les collectionneurs de cartes. Oui, j'ai vu ça dans certains reportages. Il y en a qui les collectionnent depuis des années. Depuis des années. Par exemple, là, il y a nos confrères de France 3 qui avaient trouvé le témoignage d'un cartophiliste qui, depuis Mitterrand, en envoie à tous les ministères, à tous les présidents, et qui recevait à chaque fois des réponses, figurez-vous. C'était un peu une sorte de tradition signée de la main du ministre ou du président ou du Premier ministre. Et ce Normand, par exemple, prénommé Alain, avait accumulé comme ça une collection de 600 cartes de vœux de différents ministères, mais aussi de tous les présidents, des cartes de vœux signées Roselyne Bachelot, Dominique de Villepin, ou pourquoi pas François Bayrou. Voilà, ça vous envoie du rêve quand même, tout ça. Sauf que c'est fini, visiblement, ça coûtait trop cher. Et lui, il nous dit quand même, Sébastien Lecornu a fait capoter ma collection. Voilà. Oui, mais avouez que nous, ici à la rédaction, on reçoit beaucoup de vœux des mairies, des hommes politiques, et ça finit à la poubelle. On regarde le vœu, on regarde qui nous a envoyé la carte, et une fois sur deux, on les collectionne pas, on les met à la poubelle. Vous avez reçu des vœux, j'imagine, ici à la rédaction, on les garde pas, ces cartes-là. Donc il y a aussi une vraie réalité. Ça nous fait plaisir de lire que tel maire nous souhaite une bonne année, mais ça va à la poubelle, non ? Ouais, peut-être vraie question. Non, mais vous les jetez pas vos vœux ? Si. Mais économiquement, il y a une industrie qui est en train d'être menacée. Alors quelques réactions de nos auditeurs. Anne nous dit, Âme Fauve me dit des vœux. Pourquoi dire dans cette tourmente ? Stéphane qui a de l'humour dit de toute façon avec le plantage de la Poste, il serait arrivé à Pâques les vœux. Mais c'est vrai que moi j'ai été interpellée par le témoignage d'Henri Condamine qui est avec nous. Bonjour, président fondateur d'Editor. Vous êtes leader dans le domaine de la carterie. Et je vous ai entendu au moment de l'annonce du Premier ministre. Et c'est vrai que ça m'a interpellé, que je n'avais pas pensé que ça mettait votre entreprise en péril. Bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, je ne pense pas qu'on puisse dire que cette décision mette le marché ou notre entreprise en péril. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que M. Lecornu est le seul chef de gouvernement au monde à interdire l'usage de la carte de vœux. Ça nous paraît une posture de communication faite pour faire diversion. Nous n'avons pas de budget, donc pas d'action gouvernementale. On s'en prend à la carte de vœux pour faire un acte d'autorité, je dirais presque d'autoritarisme. Oui. Mais... Alors, oui, pardon. Non, allez-y. Je voulais dire que c'est une décision d'autant plus étonnante et pour nous pas raisonnable, d'abord en tant que citoyen, faire dans la carte de vœux le bouc émissaire du déficit excessif de l'État, c'est ni crédible et ni raisonnable, c'est plutôt dérisoire.
on cherche entre 30 et 45 milliards d'économies sur le budget français. Et là, on va parler d'une mesure qui concerne à peu près 10 000 euros par ministère. Alors, ensuite, il y a une réaction économique, vous le disiez à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une filière. Cette filière, c'est des fabricants, bien sûr, mais c'est aussi des distributeurs. C'est-à-dire la distribution des cartes de vœux, elle concerne beaucoup de monde. C'est une tradition culturelle, même si vous dites on en envoie moins aujourd'hui, on peut dire que peut-être pour les vœux de fin d'année, au niveau des institutions ou des ministres, on en envoie moins, mais par contre au niveau des consommateurs, ils s'en consomment encore. C'est-à-dire que la carte, c'est une marque d'attention, c'est de la reconnaissance, c'est un geste qui compte et avec une charge émotionnelle forte. Ça crée du lien, ça donne du sens à la vie. Peut-être entre particuliers, mais c'est vrai que les cartes des ministères, est-ce qu'elles ont un intérêt? Est-ce que griffonner avec mon amitié ou sincèrement ou bien à vous sur une carte imprimée ou parfois même avec des cartes dont le texte est pré-imprimé, je vois pas où est le lien émotionnel qu'il peut y avoir. La seule chose, c'est que prendre une décision de cette nature et lui donner ce retentissement, ça amène à quoi? On parle de quoi? Il y a quand même des vraies mesures à prendre pour les économies du budget de l'État, non? Et parler des cartes de vœux, et seulement des cartes de vœux. Ce qui est amusant, par exemple, c'est qu'on ne parle pas des frais de réception, on ne parle pas des petits fours et du champagne, on parle simplement de la carte de vœux. C'est une mesure totalement, c'est une posture, c'est clair. C'est pour faire de l'animation à un moment où on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Moi, ce que je voudrais dire sur le plan économique, c'est que ça concerne quand même beaucoup d'emplois. Si vous voulez, la distribution est faite au travers de 52 600 points de vente en France qui vendent des cartes de vœux. Ça représente 180 000 salariés, d'accord ? Et certes, ce n'est pas un chiffre d'affaires considérable pour ces magasins, mais où ça devient très important, c'est que c'est un produit à marge plus forte. Parce que ces gens-là sont généralement des gens qui vendent du tabac, de la presse, de la papeterie, de la librairie, et qui ont des faibles marges. Donc la carte de vœux contribue à 10% de la marge de ces distributeurs. Et ça veut dire que 10% des emplois salariés, qui sont 180 000, sont concernés par cette image que donne le Premier ministre de notre produit. Voilà. Et ensuite, il faut quand même savoir que la carte de vœux, c'est très apprécié des gens. En fait, tout le monde n'en envoie pas. Je vous ai entendu dire, moi, ça ne m'intéresse pas d'en recevoir. Ben oui, mais il y a quand même 100 millions de cartes qui sont expédiées par an par les Français. C'est-à-dire que donc, c'était les cartes politiques dont parlait Gilles Gansman tout à l'heure. C'était pas les cartes entre particuliers, effectivement, qui ont une valeur, comme vous le disiez, plus chargée d'émotions, parce que quelqu'un pense à vous, parce qu'il y a une relation qui se fait. Et sur les politiques, c'est peut-être un petit peu différent. Mais on va y revenir. 0826 300 300. Est-ce que vous continuez d'envoyer des cartes de vœux? Est-ce que vous en avez reçu? On a envie de vous entendre ce matin sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Plus de cartes de vœux pour les ministres. Ce matin, on en parle avec vous. C'est quoi le problème? Félix Mathieu, Henri Condamine est avec nous en ligne, président fondateur d'Editor, donc leader sur le domaine de la carterie. Et vous nous avez expliqué les tenants et les aboutissants de cette interdiction que vous jugez assez ridicule, puisqu'elle ne concerne finalement qu'une toute petite somme dans l'océan des déficits de l'État. Félix Mathieu, vous aviez une question pour Henri Condamine. Henri Condamine, au-delà des cartes de vœux, est-ce que le marché de la carte postale aussi s'est replié? Parce qu'il y a une époque où les gens en vacances envoyaient des cartes postales à leur famille, à la mamie, sauf qu'aujourd'hui, la mamie, elle a le groupe WhatsApp de la famille, les gens sont toujours en contact, les gens s'envoient peut-être aussi moins de cartes postales en vacances qu'avant, non? Alors, vous avez raison. C'est-à-dire que la multiplication des téléphones portables, où l'on prend soi-même ses photos, a considérablement atténué l'usage de la carte touristique de vacances.
Mais ce sont deux choses totalement différentes, ce sont deux marchés différents. Les cartes d'anniversaire, les cartes pour les fêtes, fête des mères, Saint-Valentin, tout ça a particulièrement bien résisté. Nous sommes dans un marché où les gens continuent à se donner des marques d'affection. La carte, ça a cette valeur très importante, c'est que ça transmet une charge émotionnelle forte. Hein. Il y a des gens d'ailleurs qui les gardent. Alors on garde certainement pas les cartes envoyées par les municipalités ou les hommes politiques, mais par contre, lorsque l'on reçoit une carte de quelqu'un que l'on aime, qui fait partie de son environnement proche, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est totalement différent comme comportement. Et là, c'est très important. Et ça n'a pas faibli. Oui, mais l'émotion, elle passe aussi lorsque vous faites une photo de vous derrière un sapin et vous mettez bonne année d'Amsterdam ou bisous d'Amsterdam et on l'envoie par WhatsApp. Il y a aussi une valeur d'émotion où on peut faire aussi une petite vidéo où on souhaite la bonne année avec une coupe de champagne. L'émotion passe aussi désormais par ces réseaux-là et par WhatsApp, non ? Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que en ce qui nous concerne, nous venons cette année de lancer une innovation très importante. L'innovation d'ailleurs qu'on a proposé d'offrir au Premier ministre. En fait, c'est une carte Figitale. Figitale, ça veut dire physique et digitale. C'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire la carte physique, elle existe toujours. On peut y écrire un mot qui donne du sens parce que l'écriture, c'est irremplaçable. Hein. L'écriture, il y a une charge émotionnelle dans l'écriture. Et on comprend que ça a été vraiment fait pour la personne. Ça n'a rien à voir avec un like, un WhatsApp. Mais sur cette carte digitale dont je parle, il y a un discret QR code. Et ce QR code permet aujourd'hui d'enregistrer une vidéo personnalisée et au destinataire de la lire. On vient de lancer ça et ça marche évidemment très bien. Parce que ça associe la carte physique à l'actualité aujourd'hui du monde digital dans lequel on vit. Mais on garde quand même le support papier qui donne une richesse et une émotion plus forte. Merci beaucoup Henri Condamine d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Quelques réactions d'auditeurs. Stéphane nous dit la carte doit devenir un objet unique. Maintenant, c'est tellement facile de la faire soi-même. Et il m'envoie la photo de la carte qu'il a faite pour son frère. Claire nous dit bonjour, moi j'ai envoyé des cartes avant Noël pour ma famille éloignée. Elles sont arrivées début janvier, le 5 très exactement. Bravo La Poste pour votre efficacité, c'est décourageant. Dites-nous si vous continuez d'envoyer des cartes de vœux. Et toujours Stéphane nous dit il y a Dromadaire qui cartonne et on peut faire des cartes personnalisées. Dromadaire, c'est votre société, Rafik Smati, bonjour. Bonjour Valérie, et meilleurs vœux. Bonne année à vous. Bonne année. Alors, Dromadaire, c'est effectivement une société qui est spécialisée dans les cartes virtuelles, dans les cartes digitales. C'est un marché... Vous avez lancé quand cette société ? Alors c'est une société que j'ai lancée en 1998, donc vous voyez je fais partie des anciens de l'internet français. Et effectivement nous avons une activité qui est une activité de carte de vœux électronique, mais aussi une activité de carte de vœux papier, ce qui nous donne une vision assez objective et assez large sur ces marchés et sur l'évolution de ces marchés. Et moi ce que je trouve intéressant, et pour compléter les propos qui sont dits sur le plateau, c'est que contrairement aux idées reçues, alors la carte de vœux électronique, elle est de plus en plus utilisée, les supports changent, j'entendais parler de WhatsApp, etc. Évidemment, c'est une tendance de fond et c'est très bien, mais la carte de vœux papier, non seulement elle résiste, mais figurez-vous qu'elle résiste particulièrement auprès des jeunes, auprès des trentenaires, auprès des quadras. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que nous avons noté une tendance de fond ces 3-4 dernières années avec une recrudescence des consommations justement de cartes de vœux papier de la part d'une cible plutôt urbaine, plutôt jeune, qui peut paraître paradoxal, oui. Oui, c'est paradoxal. On avait le sentiment. Vous faites le même constat que cette année, on reçoit moins de cartes de vœux et moins de vœux en général. Alors, de cartes de vœux papier, non. C'est un marché qui est en croissance.
étonnamment. Mais vous savez, je crois qu'il y a un besoin d'authenticité dans cette période qui est extrêmement anxiogène, où les relations sociales sont parfois extrêmement tendues. Vous avez des angoisses qui sont liées au climat géopolitique, politique, etc. Et donc le besoin de vouloir retisser des liens auprès des gens qu'on aime, c'est quelque chose qui, je pense, n'a jamais été aussi élevé. Et en particulier, le supplément d'âme que justement, parce que justement on a connu WhatsApp, parce que on est dans un monde extrêmement numérisé, le fait de vouloir aller plus loin, et le fait de vouloir aller plus loin aujourd'hui, eh bien, c'est revenir à une certaine forme de tradition, et la carte papier incarne aussi cette tradition. Ben écoutez, c'est intéressant. Une sorte de mouvement de balancier chez les plus jeunes, comme si on avait été tellement loin dans la dématérialisation qu'on voulait en réaction revenir à vraiment un objet papier qu'on peut toucher et envoyer, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que la carte de vœux électronique, la carte WhatsApp, elle a un mérite, c'est qu'elle est gratuite et donc qu'elle tolère une certaine forme d'abondance. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer des dizaines de cartes ou des centaines de cartes à des centaines de contacts. Mais d'une certaine façon, ça leur fait perdre une charge émotionnelle que l'on retrouve en revanche dans la carte de vœux papier. Parce que si vous faites une carte de vœux papier, eh bien vous prenez le temps de la choisir d'abord, ensuite vous prenez le temps d'écrire, vous prenez le temps de l'envoyer. Et tout ça, c'est autant d'attention qui montre à la personne qui la reçoive qu'elle compte pour vous. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de la décision du Premier ministre d'interdire les cartes de vœux aux ministres? C'est, comme le disait Henri Condamine, peanuts dans un océan d'économie à faire. Alors, écoutez, je souris parce que la France, c'est un chiffre qui a été annoncé, je crois, hier ou avant-hier, la France va emprunter 310 milliards d'euros en 2026. Ouais. 310 milliards d'euros, on est 1300 milliards d'euros de dépenses publiques. Donc je veux bien qu'on fasse des économies, la vie est une affaire de symboles, mais je trouve ça extrêmement mesquin, surtout d'en faire un axe de communication. Et puis vous allez avoir plein de gens qui vont envoyer des cartes de vœux à des personnalités politiques, et donc qu'est-ce qui va se passer? Les personnalités politiques ne vont pas pouvoir répondre. Ouais. Bref, tout ça est encore une fois, sur ce sujet-là comme sur tant d'autres, c'est une affaire de symbole, et on va pas mettre les mains là où il faut vraiment les mettre pour réformer l'État. Merci Rafik Smati d'être intervenu. Alors on a Johan qui attend depuis un petit moment, qui voulait nous parler des cartes de vœux. Est-ce que vous envoyez des cartes, Johan? Bonjour Valérie. Bonjour. Oui. Je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Rafik. C'est-à-dire qu'il y a... Alors moi, je vois, j'ai bientôt 40 ans et j'ai un besoin de revenir à des choses traditionnelles, à des choses palpables. Et pourtant, je travaille dans l'informatique. La digitalisation, je connais très très bien, et pourtant il y a des choses, je trouve, effectivement, d'avoir du palpable. Oui, il y a une charge émotionnelle, il y a le fait de se dire que la personne a pris un peu de temps pour c'est une attention. C'est du texte, c'est des choses, voilà, ça a une représentation que le digital n'a pas. En fait, parce que on sent une attention qui est portée particulière au travers de cet objet. Et par rapport à la décision du ministre, du Premier ministre, par rapport à ça, je trouve qu'il y a deux choses. La première, c'est effectivement, j'aimerais bien savoir combien coûte leur community manager. Pour leur maintenir leur compte sur X, pour déballer des sornettes sur X, alors que une carte de vœux, c'est la tradition, c'est sympa, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir, d'une part. Voilà. Et d'autre part, c'est malheureusement aussi un peu je trouve un signe de l'appauvrissement un petit peu politique et culturel français, de se dire finalement on va chercher des économies, on va aller taper dans les traditions. On va les taper un petit peu dans ce qui fait un petit peu de ce qui unit aussi un petit peu un peuple, parce que mine de rien, une attention, c'est ce qui permet aussi de se reconnecter aux gens, en disant que c'est secondaire, ou parce que ça rapporte pas, ou que sais-je. Alors que justement, comme l'a dit justement aussi Rafik et aussi votre intervenant précédent, c'est dans ces moments-là, on est dans une période un peu anxiogène, et puis c'est bien de revenir un peu à des choses fondamentales. Merci beaucoup Johan d'être intervenu, merci et bonne année à vous également. Merci Félix Mathieu, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité, évidemment parler
des agriculteurs qui sont montés à la capitale et qui bloquent un certain nombre d'endroits dans Paris. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour les débats, avec aujourd'hui Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation, journaliste pour l'Hémicycle. Bonjour. Vous êtes un grand spécialiste de l'éducation. Bonne année et bon anniversaire. Merci Gilbert. Valérie, ça me touche. Jérôme Dubu, vous êtes vice-président de France Israël. Bonjour à vous. Et tous mes voeux aux millions et millions d'auditeurs et d'auditrices. Merci à de vous. Sud Radio. Franck Dedieu, rédacteur en chef à Marianne. Bonjour Franck. À la une de Marianne cette semaine. C'est sur Trump évidemment. On se pose la question de savoir à qui il tourne et j'attire votre attention et je vous conseille la lecture d'un article un peu contrariant sur est-ce que au fond cette intervention au Venezuela, si elle a un objectif qui est purement pétrolier et mercantile, est-ce que c'est une si bonne opération que ça vu le coût des infrastructures et l'état des infrastructures et le prix du pétrole. Donc il y a un sujet un peu d'analyse, mais dont je vous suggère la lecture. Dans Marianne, qui paraît aujourd'hui. Marie-Ève Malouine, journaliste politique, éditorialiste à la revue Politique et Parlementaire. Bonjour à vous. Le mot du jour, c'est inacceptable. Inacceptable, les agriculteurs qui bloquent Paris. C'est ce qu'a dit Maude Bréjon. Trop de gens dorment à la rue. Inacceptable, dit Mathilde Panot. Elle propose la réquisition de logements vacants. Et on a le ministre du logement qui lui répond qu'elle a qu'à mettre son logement à disposition. Bref, on est dans le haut niveau de la politique. Et puis inacceptable, les manifestations et les dégradations d'après-match à Marseille, Lyon, Roubaix, Paris, à chaque fois que l'Algérie ou même le Maroc, mais c'est vrai que les supporters algériens sont particulièrement mobilisés, qui dégradent, qui s'affrontent aux forces de l'ordre. Jusqu'à quand est-ce qu'on va tolérer ça? Bref, beaucoup de sujets avec vous, mais on commence avec le zapping de Gilles qui va vous faire réagir à d'autres sujets. Et oui, l'actualité peut être parfois sur d'autres sujets. Je vais essayer de vous faire réagir face à la disparition de nos bistrots. Alors Emmanuel Macron a demandé leur classement au patrimoine de l'UNESCO. Alors pour lui, rien ne vaut une bonne baguette et un bon croissant dans nos petits bistrots. Et cette magnifique équipe de France qui a su se battre pour décrocher cette reconnaissance de l'UNESCO pour la baguette, eh bien c'est l'équipe de France qui a envie de se battre pour les cafés et bistrots de France et pour que les cafés et bistrots de France soient pleinement reconnus à l'UNESCO. Alors, est-ce que finalement nos bistrots ont été tués par le numérique? Avant, on se rencontrait dans les bistrots pour se parler, pour dialoguer. Et puis aujourd'hui, on n'y va plus, on ne parle plus. Et résultat, nos bistrots disparaissent. 0826 300 300. Appelez-nous pour nous dire ce qui se passe. Moi, je vais chez Momo, en bas de la maison, tous les jours. Et je lis le Parisien au comptoir, sur le zinc. Non, mais en milieu rural, moi, je le vois quand le week-end, je suis dans ma petite campagne, là, à côté de Fontainebleau. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus un seul commerce qui a disparu. Oui. Alors, les commerces de villages, de centre-ville, de villages, ont été tués par les grandes surfaces. C'est clair. Les zones commerciales, c'est exact. La temporalité est imparable. Voilà. Donc, on a ouvert une grande surface, ça a tué les petits commerces. Donc, alors maintenant, on est en train de pleurer. Mais les bistrots, pourquoi pourquoi les bistrots? Parce que le bistrot ne faisait pas que bistrot, il faisait épicerie, il faisait boulangerie, il faisait tout un tas de choses qui permettaient d'avoir une clientèle un peu plus vaste que ceux qui venaient boire un pot ou un coup le soir. Le matin, les gens passaient pour prendre du pain, etc. Tout ceci a été tué par les grandes surfaces. Oui, mais c'est là aussi où les Français se rencontraient, non? Oui, je crois que c'était un lieu de rencontre aussi en ville. Là, on parle en milieu rural, mais aussi en ville. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé au moment du Covid. Il y a tous les serveurs qui travaillaient dans des bistrots, qui ont des vies extrêmement dures. Travailler, c'est des horaires très chargés, avec des pauses qui sont obligatoires, mais où ils peuvent pas forcément rentrer chez eux. Et tous ont dit finalement, pour ce prix-là, ce tarif-là, et donc ça rejoint toujours le même problème en France des bas salaires. Parce que le rapport entre le temps passé par un serveur, c'est physique. En plus, on fait des allers-retours, etc. En rapport avec leur salaire, c'est pas suffisant. Et les bas salaires en France sont pas assez rémunérés. On ne paie pas la présence. Le Covid a fait apparaître ça. C'est que vous avez un métier où vous pouvez être en télétravail. C'est généralement un métier encore plus payé que les métiers qui réclament la présence. Et la présence, elle n'est pas payée dans le salaire. Donc je pense qu'il faut revoir tout ça. Et les bistrots en font partie. Plusieurs réactions. Flavie est en ligne avec nous. Flavie, bonjour.
Oui, bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a des cafés là où vous habitez? Est-ce que vous y allez? Oui, alors moi je suis dans une petite commune bord de plage en Bretagne. Bon, il y a très peu d'habitants. Quand j'étais enfant ado, il y avait une vingtaine de bistrots. Donc on avait le bistrot où on allait faire les billards, il y avait le bistrot où au sous-sol il y avait les jeux vidéo, il y avait le bistrot où on pouvait aller acheter petits les bonbons. Je me souviens, ma maman elle donnait des sous, on allait là-bas, les magazines, et on est passé d'une vingtaine à 5. Ouais. Et c'est vrai que alors il y avait le bistrot, parce que Jérôme, vous évoquez ceux qui font qui faisaient d'autres activités, mais les bistrots ont aussi disparu. Mais c'est peut-être à mettre en parallèle avec ce qu'on disait hier sur le Dry January, et on avait ce vigneron qui nous disait que la consommation d'alcool, je crois qu'on est passé de, alors je vais pas dire de bêtises, mais non, je sais plus. Il y avait un chiffre, c'était 136 à 40. Alors je sais plus ce que c'était, mais en gros, il y a une diminution très nette de l'alcool, et c'est très bien en soi. Mais c'est vrai que le lieu du bistrot. Alors peut-être, qu'est-ce que vous en pensez, Franck de Dieu? Merci Flavie. Moi, je suis assez d'accord avec Marie-Ève, c'est-à-dire que vous avez le bistrot dans l'inconscient collectif français, c'est un lieu de rencontre et de brassage social. C'est-à-dire que moi, j'ai connu dans mon enfance des endroits, et Flavie le suggérait, où au bistrot, vous pouviez parler de tous les sujets. C'est relativement convivial, ça s'engueulait un peu de façon presque un petit peu, je dirais, symbolique. Mais vous rencontriez tout type de personnes. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un luxe, le bistrot. Et je vois apparaître, et ça, il faut peut-être en parler, c'est-à-dire que ceux qui ne marchent pas, ce sont des bistrots un peu à l'ancienne. Effectivement, ils ferment, tout simplement parce c'est cher, ça devient un produit de luxe. Et puis vous avez des bistrots qui marchent, et là on n'a pas du tout de brassage social. Vous avez une sorte d'archipélisation du bistrot. Les bistrots à thème dans les centres-villes parisiens, où vous avez pour le coup pas du tout de brassage social. Malheureusement assez peu. Vous avez des gens qui se ressemblent, soit des étudiants. Je vois par exemple au centre de Toulouse, c'est un énorme bar à tapas dans quelques villes où vous avez des étudiants. Donc c'est quand même très bien, ça donne beaucoup d'animation, et puis également aussi du business pour les commerçants. Mais il y a ce que je redoute, ce qui se passe pour à peu près tous les commerces, une sorte d'archipélisation du bistrot, où on va choisir son bistrot en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on aime, de quelle communauté on appartient. Non, le bistrot, on ne regarde pas sa communauté, on ne regarde pas sa classe sociale. On y va parce qu'on a envie d'échanger avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas. C'est différent à la campagne. Oui, c'est ça. Il y a vraiment la... Oui, tout à fait. Pour notre auditrice bretonne, 20 bistrots dans un petit village, à mon avis, ça révèle quelque chose de la Bretagne. Non, mais je pense que sur ce coup-là, le président prend le sujet du mauvais côté, d'en faire un patrimoine culturel mondial. C'est pas le sujet. C'est qu'il faut aider à l'implantation des bistrots quand il n'y en a plus. Et ça révèle en creux la difficulté, on en parlera peut-être plus tard, la difficulté de créer une entreprise en France, parfois aujourd'hui avec des lourdeurs administratives. Il faut parfois, comme on fait pour les médecins, les aider. Et il y a certains maires qui sont allés jusqu'à mettre des locaux à disposition pour trouver une boulangerie, pour trouver un bistrot. Il faut mettre le local à disposition, il faut faire des travaux quasiment gratuits, il faut trouver... Il y a les charges, l'électricité pour un bistrot, il y a l'électricité, il y a les charges salariales. Prendre en charge tout ça, mais ça c'est pas non plus une solution pérenne. On a en ligne également Sébastien. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Moi, je voulais réagir aussi par rapport, effectivement, je me souvenais que le vendredi soir, avec les copains, on se retrouvait dans le bar, on échangeait avec tout le monde, comme vous dites, c'était bien. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes préfèrent rester chez eux, commander sur Uber Eats ou des fast-food, et ils se sont un peu isolés depuis peut-être le Covid, mais ils n'osent plus se retrouver au milieu d'autres personnes, ils préfèrent rester tout seuls chez eux. Ouais. Et vous, mais vous habitez dans une ville, dans un village ? Dans un village, dans le Béarn, plus de 2000 habitants. Ouais. Et il y a toujours ce bar, mais il y a de moins en moins de gens dedans. C'est difficile. Oui, on a Geneviève qui nous dit, moi j'habite dans un village, il y avait trois bistrots, petit village de 600 habitants, aujourd'hui les 3 sont fermés et personne ne les reprend. Et puis à part l'alcool, vous avez aussi le tabac, la consommation de tabac est en baisse, dans les bistrots vous aviez des bars tabac qui permettaient effectivement d'avoir une clientèle qui venait acheter ses cigarettes, qui prenait un pot en même temps. Aujourd'hui tout ça est terminé. Voilà. Fini l'œuf croque-en-sel et le petit flipper aussi, on jouait une petite partie de flipper. On va continuer ce zapping dans un instant. Merci à Sébastien. À tout de suite.
Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous commentons l'actualité avec Gilbert Azoulay, Jérôme Dubu, Franck Dedieu et Marie-Ève Malouine et Gilles Gansman qui continue son zapping. Et oui, on va sur les petits sujets qui ont peut-être plus d'importance parfois que la grande actualité. Et je vais vous emmener sur les soldes qu'on démarrait hier. Encore, est-ce qu'ils ont encore un intérêt face aux différents... Alors depuis octobre-novembre, c'est les Black Friday, les Cyber Monday, les promos de Noël. Ouais. Dans Bonjour, je vais vous faire écouter un son, je vais vous laisser réagir. Dans Bonjour, la journaliste qui s'occupe de l'économie a dénoncé le ridicule de ces soldes qui met à la fois aussi en danger les magasins physiques parce qu'en fait, toutes les promos qu'on a eues, c'était surtout sur les magasins virtuels. Oui. Les soldes ont-ils encore un intérêt? Je vous ferai réagir après cet extrait de Bonjour sur TF1. Est-ce que les soldes ont encore un sens? Non, ça n'a plus aucun intérêt de faire des soldes. Là, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 3 février prochain, vous le voyez bien. En fait, on sort d'une espèce de période d'orgie d'achat de vêtements avec le Black Friday qui a commencé limite au mois de septembre, puis ensuite les promos de Noël, etc. Et puis là, on arrive en janvier, mais personne n'a envie d'aller pousser la porte d'un magasin. D'ailleurs, petit test, vous connaissez quelqu'un, vous, qui l'a cette année, aujourd'hui pose une RTT, non. Vous savez, pour le premier mercredi des soldes. C'est fini, ça. C'est fini, ça, alors que il y a quelques dizaines d'années, il y a beaucoup de gens qui le faisaient. Non, tout ça, c'est terminé. Et puis, vous le voyez devant moi, regardez tous ces vêtements, regardez ces chiffres qui sont incroyables. On a en moyenne 175 vêtements dans nos placards et la moitié qu'on ne met jamais. Donc, nos placards débordent de vêtements. Ouais. Vous vouliez réagir? Moi, j'attends toujours cette période parce que c'est les soldes des soldes. J'ai remarqué, moi j'ai une marque que j'adore particulièrement. Je sais qu'à cette période, ça ne sera pas moins 50, ce sera moins 70%. Ouais. Donc c'est peut-être, il y a les soldes, et les avant-soldes et les soldes des soldes. Moi c'est comme ça que je vois les choses et je pense que c'est une tradition générationnelle, les soldes de janvier. Je pense qu'on est tous concernés, on attendait ce moment. Oui, mais on a aussi, nous aussi, changé de comportement, je pense. Les commerçants ont besoin de déstocker néanmoins parce que je regardais un peu les chiffres là des vêtements, notamment des vêtements chauds, alors ça tombe bien, donc ils vont pouvoir un peu déstocker, mais les stocks actuels des commerçants qui vendent des vêtements chauds, c'est absolument inimaginable. Ils sont surstockés. Oui, parce qu'il n'a pas fait très froid. Marie-Ève Malouine, est-ce que vous faites les soldes? Non, personnellement, je ne fais pas les soldes parce que je vais dans les magasins outlet qui sont ouverts toute l'année. Il faut connaître par rapport aux marques qu'on aime bien et c'est ouvert toute l'année. On a des réductions. Les soldes, c'est permanent en fait, et ça permet d'écouler les stocks. Et puis il y a aussi sur Internet, parce que les marques font leurs propres soldes sur Internet. Non, mais les jeunes générations non plus. Ils sont sur les réseaux sociaux et sur les sites. Je ne veux pas donner les noms, mais tout le monde les connaît. Et c'est en permanence qu'on peut acheter des vêtements qui ne sont pas au prix. La question que ça pose, c'est qu'est-ce que le juste prix aussi? C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne sait plus quel est le juste prix des choses. Il y a aussi un mouvement de plus en plus chez les jeunes de dire on change souvent de vêtements qu'on achète d'occasion, qu'on revend, et donc on change. Mais on ne veut pas surconsommer. Vous regardez leurs placards, ils n'ont pas ces placards qui débordent. Les choses qu'ils ne mettent pas, ils les revendent. Ça dépend, mais c'est vrai que vous avez raison. Malheureusement, c'est peut-être pas tout à fait vrai à l'échelle nationale, puisqu'il y a des fashionistas fashionistas qui achètent beaucoup de t-shirts et de vêtements. Juste une petite statistique, en 1980, le budget habillement était à peu près le même qu'aujourd'hui, que les Français consacraient à l'habillement, sauf qu'ils achetaient 2 fois plus cher et 2 fois moins de vêtements. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que ça change. Mais ça change pas simplement dans votre garde-robe, ça change pas simplement dans votre budget, ça change aussi d'un point de vue économique, c'est-à-dire que cette logique des soldes permanentes et de l'achat à outrance, ça nuit aux petits commerçants et au Made in France. C'est-à-dire que toutes ces soldes, toutes ces pré-soldes qui arrivent bien avant avec le Black Friday, etc., ça a été démontré, les gens achètent, alors pas simplement des vêtements, mais ils achètent du made in ailleurs. Donc moi je ne vais pas faire à nouveau, on a souvent avec Jérôme ce débat-là, faire les tatistes, mais à partir du moment où vous avez déréglementé les soldes, la base du succès des soldes, c'était la réglementation. À partir du moment où vous déréglementez les soldes, eh bien vous faites
vous créez peut-être des opportunités pour les consommateurs, disons-le, admettons-le, mais vous créez aussi une absence de protection pour les petits commerçants, pour les centres-villes. Qu'est-ce que vous appelez déréglementé ? C'est-à-dire que tout le monde peut faire en gros des promotions quand on veut. Je veux dire, aujourd'hui, personne n'est capable. Préfectoral, souvenez-vous. Les soldes, c'était par arrêté préfectoral. C'était une histoire. Enfin, le droit des soldes, il y avait des spécialistes du droit des soldes qui vous disaient attendez, ça dépend il y a des jours à respecter, des taux à respecter, des lieux à respecter. Aujourd'hui, c'est un peu la jungle de la baisse des prix. Et donc, effectivement, il ne faut pas. Nous avons, nous récoltons ce que nous avons semé en déréglementant. Je ne dis pas que c'est négatif pour le consommateur, je dis simplement qu'il faut aussi voir les effets induits. Enfin, c'est aussi les plateformes chinoises qui ont tué ce marché. Bien entendu. On a en ligne avec nous Lara. Lara, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour l'équipe. Bonjour. Alors, est-ce que vous faites les soldes, Lara ? Non, moi je ne les fais plus. Vous avez quel âge ? J'ai 35 ans. D'accord. Et donc, mais vous les avez faits à un moment ? Oui, je les ai faits. Effectivement, quand j'avais une vingtaine d'années, moi, j'attendais pour faire les soldes. J'attendais que ça. Ouais. Et là, maintenant, mais pourquoi aujourd'hui vous n'y allez ? Parce que, comme vous disiez, il y a les ventes privées, il y a tout ce qui est Black Friday. Là, on sort à peine des fêtes, donc on a fait tous les achats pour Noël. Donc, aujourd'hui, effectivement, sauf un produit particulier qu'on attend à la rigueur depuis le mois de juin, les précédentes soldes, mais c'est tout. Est-ce que vous avez l'impression qu'on fait plus de bonnes affaires ? Non, plus de bonnes affaires. Il y a de moins en moins de bonnes affaires. Ouais, c'est aussi ça. Ouais, c'est effectivement. Alors non, on a une auditrice, Anna, qui dit non, moi je suis pas d'accord. On fait des très bonnes affaires et les soldes sont toujours très intéressants. Donc mais il faut trouver, il faut chercher. Vous avez dit ce qu'il fallait dire tout à l'heure, c'est que on ne sait plus quel est le juste prix. Bah oui. Puisqu'on a des soldes en permanence, des promotions, des liquidations, etc., qui font qu'on est à moins 40, moins 50%, mais quel est le juste prix de la chose que l'on achète ? Et vous vous dites quel est l'intérêt d'acheter ce vêtement au prix annoncé, à mon avis, c'est une fausse... Non, pas au prix annoncé, mais au prix déduit. On se demande si c'est quand même le prix de la déduction. Oui, mais si c'est vrai pour tout. C'est la courbe de l'offre et la demande, et le prix se fait... Là, c'est pas la courbe de l'offre et la demande, c'est la courbe de l'arnaque. Excusez-moi, c'est pour ça que les soldes sont là. Moi, j'attends toujours au moins 50%, et c'est pour ça que je suis très... Et puis vous avez parlé des agriculteurs qui sont évidemment qui manifestent dans Paris et défilent en partie contre le Mercosur. Mais la ministre de l'Agriculture, vous savez, a déjà annoncé l'interdiction de certains produits ayant des pesticides interdits en Europe qui ne pourront plus venir en Europe. Reportage dans Hugo Décrypte. Je vous ferai réagir sur ce sujet. Ces avocats ou ces raisins pourraient être interdits en France et en Europe. Leur point commun, ils proviennent de pays d'Amérique du Sud. Cette future interdiction pourrait aussi concerner d'autres fruits comme les pommes, les oranges ou les mangues, également importés d'Amérique du Sud. La raison, les pays d'Amérique du Sud qui les cultivent utiliseraient des pesticides pour protéger ces fruits et légumes contre les mauvaises herbes et les maladies, sauf que ces pesticides sont interdits au sein de l'Union européenne en raison de risques pour la santé et l'environnement. Dans un entretien accordé à la Tribune ce dimanche, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a donc annoncé suspendre les importations de produits d'Amérique du Sud qui contiendraient plus exactement du mancozeb, du glufosinate, du thiophanate méthyle ou encore de la carbendazime. Et c'est un bon premier pas. Bah oui, bien sûr. Moi, ce que ça révèle, pardonnez-moi, mais c'est à chaque fois, tout ce qui est dit là, on le savait. Que les produits, c'était de la merde. Vous avez entendu la liste de produits chimiques. Mais donc on le savait. Je ne vois pas pourquoi, à la signature, à quelques jours ou quelques semaines de la signature, on découvre qu'il va falloir agir, alors qu'on aurait pu agir en amont. Enfin, c'est ça qui me tue. Et pourquoi il n'y a pas d'anticipation ? Parce que c'est tellement compliqué pour avoir regardé un petit peu près le dossier des fleurs. Vous savez, l'importation de fleurs, il y a des produits interdits en Europe. Donc on ne peut pas produire des fleurs avec ces produits, mais les fleurs qui prennent ces produits à l'étranger ne sont pas interdites. Et donc les fleuristes récupèrent ces fleurs qui leur abîment les mains, et c'est très long. J'ai travaillé un tout petit peu au ministère de l'Agriculture, j'avais suivi un petit peu ça, et j'ai demandé, mais enfin, donc il y avait des associations qui avaient protesté, il y avait une demande au niveau européen, et 2 ans après, l'Europe disait, oui, on peut étudier le sujet, mais il faut faire des études pour savoir, parce que, par exemple, sur les fleurs, la législation sur les produits dangereux concerne les produits que vous mangez.
Et comme les fleurs, vous ne les mangez pas, elles ne sont pas concernées. Donc pour arriver à faire une législation, il faut étudier le sujet, voir le lien de cause à effet entre ces produits et des conséquences sur la peau des gens qui les manipulent. Et on demande des études scientifiques. Oui, mais ça dure, votre bon sens, votre fleuriste va vous dire, regardez, depuis quand je travaille avec ces roses qui viennent d'Afrique, j'ai les mains rouges et je les ai pas quand je travaille avec d'autres. Ouais. Mais pour prendre une législation, il faut une étude scientifique qui prend extrêmement longtemps. Mais l'affaire des fleurs, et là, c'est la même chose. L'affaire des fleurs, elle est européenne. Mais l'affaire des fleurs, au niveau européen, vous n'avez pas ces produits-là. C'était des produits qui venaient de l'étranger. Mais non. Mais la législation... Les fleurs hollandaises, excusez-moi, c'est la première importation de fleurs en France. Ce sont des fleurs qui viennent de Hollande. C'est un pays qui est dans l'Union européenne et qui nous envahit de pesticides. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? Tous les pesticides ne sont pas interdits. Il y a les fleurs qui viennent de Hollande, mais il y a celles qui passent par la Hollande et qui viennent hors Union européenne. Mais celles qui viennent de Hollande sont traitées au maximum. Elles sont toutes sous serre, vous le savez très bien. On va y revenir. On va revenir sur cet accord du Mercosur qui sera signé avec ou sans la France. C'est une certitude. Et puis du blocage des agriculteurs. Ils sont aux portes de Paris, à l'Arc de Triomphe. Est-ce que vous comprenez ce blocage ? Le gouvernement n'acceptera pas les blocages. Il y a environ une trentaine d'agriculteurs qui sont en garde à vue. On en parle, 0826 300 300. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le 10h midi avec les débats avec Gilbert Azoulay, directeur général de Newstalk Éducation, journaliste pour l'Hémicycle, Marie-Ève Malouine, journaliste politique également, éditorialiste à la revue politique et parlementaire, Franck Dedieu, rédacteur en chef à Marianne, la une de Marianne qui est consacrée à Donald Trump avec tout un dossier, vous nous l'avez dit, sur le pétrole vénézuélien et sur les infrastructures qui sont là pour transformer, qui sont délabrés. Qui supposent beaucoup de coûts. Voilà, et puis on n'est pas sûr de l'avenir non plus de cet enlèvement de Maduro. Et Jérôme Dubu, vice-président de France-Israël. Nous parlons du blocage des agriculteurs. Je vous propose de réécouter ce que disait ce matin Maude Bréjon à propos de ces blocages. Pour autant, la situation qu'on voit depuis cette nuit, depuis ce matin, n'est pas acceptable. Et donc sur l'appel à manifester devant l'Assemblée nationale, comme sur les tracteurs qui sont en ce moment même sur la place de l'Étoile à l'Arc de Triomphe, je n'ai qu'une chose à dire, tout ça est illégal, nous ne laissons pas faire et nous ne laisserons pas faire. Voilà, et on a Claire en ligne au 0826 300 300 qui voulait réagir. Bonjour Claire, est-ce que vous soutenez ces blocages ou est-ce que vous êtes d'accord avec Maude Bréjon ? Écoutez, bonjour. Moi, je suis infirmière libérale et je vous avoue que je commence à en avoir un peu marre de leur blocage. Parce que je ne peux pas aller travailler. Ouais. J'habite en périphérie de Paris, à Mantes-la-Jolie. J'ai quand même des patients à soigner et j'ai été bloquée ce matin. Ouais. J'ai dû prendre des petites routes. C'est vraiment... je comprends leur combat, vraiment, j'ai rien contre eux. Mais là, ça devient vraiment gênant. J'ai des patients et c'est quand même des soins vitaux. Oui, mais alors on va vous opposer que ça peut être considéré comme un droit à manifester. Non, vous dites bloquer, non. Oui, non, parce que franchement, là, pour des corps de métier comme le mien, c'est quand même des vies. Je vais voir des personnes pour les soigner. Ouais. C'est pas, je vais pas faire du shopping, quoi. Ouais. Les soldes, par exemple. Ouais, voilà. Non, mais on entend. Alors hier, Christine Bouillot nous disait à l'inverse que les Toulousains étaient très patients avec les blocages qui avaient lieu sur la rocade de Toulouse, qu'elle n'avait entendu personne protester. Alors on entend que ce soit effectivement agaçant et que le gouvernement ait décidé d'être intransigeant sur le sujet. Il y a une trentaine d'agriculteurs qui sont en garde à vue pour avoir forcé des barrages ou pour avoir bloqué. Jérôme Dubu, est-ce qu'il faut être intransigeant avec les agriculteurs ? J'ai lu que certaines forces de l'ordre avaient refusé d'interpeller des agriculteurs. Je suis très partagé sur ce sujet. On a l'impression que la machine est enclenchée, la machine à remonter le temps est enclenchée, puisqu'il y a 2 ans, en janvier-février 2024, nous avions exactement les mêmes questions.
C'est-à-dire qu'en 2 ans, quand M. Attal était Premier ministre, est allé sur les premiers rassemblements qui étaient effectivement dans le sud-ouest d'agriculteurs qui commençaient leur blocage, on a eu un discours qui nous a dit vous inquiétez pas, on va tout résoudre, on va aller vite, etc. 2 ans plus tard, on s'aperçoit que rien n'a avancé. Strictement, rien n'a avancé. Très peu, pas sur le fond des problèmes. Et le fond des problèmes, malheureusement, il va prendre du temps, parce que là, c'est une question de survie pour un certain nombre d'agriculteurs, c'est clair. Et puis ce qui est frappant, c'est cette intransigeance. Ça dépasse, je termine en 30 secondes, ça dépasse largement le problème du Mercosur, ça dépasse largement le problème de tout ce qui est maladies, etc., et nouvelles maladies qui frappent les bovins. C'est un problème de survie de l'agriculture. Est-ce qu'on veut, dans notre France, dans notre pays, avoir 400 000 agriculteurs qui restent, c'est-à-dire 1% de la population active, c'est-à-dire quasiment zéro, ou alors est-ce qu'on veut une disparition complète de ce 1% de la population active? On en est là. Donc tous les moyens sont bons. J'ai l'impression que pour un certain nombre de gens et d'agriculteurs, c'est une question de survie. Laurent sur Twitter nous dit qu'il y a déjà eu des manifestations il y a plus d'1 an et qu'ils ont l'impression de s'être fait balader par Emmanuel Macron et qu'il y a 1 an, ils ont déjà manifesté, ils avaient déjà demandé des accords et il ne faut pas s'étonner de les revoir de nouveau, c'est ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux. Non, mais ce qui est frappant, c'est l'intransigeance à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on est intransigeant avec les agriculteurs qui sont plutôt sympathiques, qu'on a plutôt envie de soutenir, qu'on a plutôt envie de défendre, et parfois un manque de fermeté sur des sujets un peu... que s'agisse de délinquance ou qu'il s'agisse, je pense, les supporters de l'Algérie qui quand même foutent le bordel depuis le début de la CAN. J'ai pas l'impression qu'on soit aussi intransigeant ou qu'on prenne pas les mesures, sachant qu'on sait à peu près ce qui va se passer quand il y a un match d'une équipe de la CAN. Donc c'est aussi ça qui lasse les gens. Je pense que ils en ont marre, ils sont fatigués, ils sont à bout de souffle. Et c'est vrai que voir que on va toucher une population déjà très fragilisée comme les agriculteurs, je pense que ça saoule un peu tout le monde. C'est un peu ça. Sur l'agriculture, il y a eu le plan Attal, mais après il y a eu la dissolution. Il y a eu une instabilité politique qui fait que les réponses qu'attendent les agriculteurs, il y en a. Mais ce sont des rustines parce qu'on colmate, il y a des nouvelles maladies, on les traite, tout ça. Il y a un problème, c'est le changement de consommation pour la viticulture. Tout ça part du sud-ouest où on produit du vin et on le consomme moins. Dans le sud-ouest aussi, quel est le problème? Le réchauffement climatique. Quand vous voyez des champs entiers de vignes, d'arbres agricoles qui sont desséchés parce qu'il n'y a plus d'eau, le sujet, c'est pas de colmater. Le sujet, c'est qu'est-ce que l'agriculture qu'on voit en France demain avec le réchauffement climatique, avec les nouvelles maladies. Et l'instabilité politique ne permet pas de se projeter dans le long terme pour avoir des propositions aux agriculteurs. Mais quand on leur répond, OK, on va vous payer pour l'arrachage des vignes. Moi, j'y suis allée, je les ai vus, c'est des gens désespérés. Ils ont les jeux jusque-là, ils ne dorment pas. Et le suicide, les suicides sont énormes. Et quand vous avez récupéré la ferme familiale depuis 3-4 générations, vous êtes celui qui se dit qu'il va devoir fermer mettre la clé sous la porte, c'est insupportable, inacceptable. Et donc, on subventionne l'arrachage des vignes. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y en a un, il m'a dit. Dans quelques temps, qu'est-ce qu'on fera? On vendra les terres et ce sera plus des vignes. Et c'est désespérant pour eux. Donc, il faut une vision à long terme et on l'aura dans le cadre d'une présidentielle, mais d'une présidentielle qui arrive à terme avec une campagne qui dure le temps qu'il faut pour poser ces problèmes sur la table. Pour l'instant, évidemment, on colmate. Et donc, les agriculteurs, il y a aussi des mouvements politiques, puisque vous avez la coordination rurale, la FNSEA, les FDJA, ils n'ont pas tout à fait les mêmes options politiques. C'est ça aussi qui en rajoute et qui fait qu'on veut être le plus visible, faire des opérations très spectaculaires et visibles pour dire, voyez, on est ceux qui portent le mieux votre colère par rapport à d'autres. Oui. Franck? Oui, on a beaucoup insisté sur... Marie-Ève, sur l'incertitude et l'instabilité législative et politique qui créent des remous et des angoisses. Mais il y a quand même malheureusement une certitude pour eux. C'est-à-dire que le Mercosur, ils vont être perdants. Et ils voient que le président... Pas tous. Attendez, je veux dire, nous, à Marianne, on a pris au mot les accords de libre-échange et... Je dirais, c'est les économistes qui promettaient monts et merveilles après des accords de libre-échange. On a regardé très attentivement, c'était un travail de bénédictin. Pour les 4 ou 5 derniers accords de libre-échange, la Corée du Sud, Singapour, le Canada, le Mexique, bref. Et on a regardé comment évoluer, à partir de la signature jusqu'à aujourd'hui,
pour l'agroalimentaire, les exportations et les importations. Je vais vous dire ce qu'on trouve. Je vous donne 2 chiffres, pas plus. Valérie, vous me permettez ? Bien sûr. 2 petits chiffres. Les exportations augmentent. Quand vous signez des accords de libre-échange avec ces pays, globalement, vous avez 4% de plus d'exportation des produits agricoles, hors spiritueux. Les importations augmentent non pas de 4% comme les exportations, mais les importations augmentent de 33%. C'est-à-dire que vous avez une substitution manifeste des agriculteurs qui peuvent peut-être avoir un peu plus d'exportation, mais qui doivent faire face à un afflux d'importation lorsqu'il y a des accords de libre-échange. Donc vous avez un tel décalage, 4 contre 33, pardon d'être un peu technique, mais ça, pour vous dire, ça leur parle. Et donc ils ont une forme de certitude qu'ils vont y perdre. Alors peut-être pas pour tous, mais globalement, il y a une sorte d'arbitrage qui consiste à dire on aura peut-être des terres rares avec le Mercosur qui seront à moindre coût, mais il va bien falloir, je dirais, sacrifier des agriculteurs. Eh bien ça, si vous voulez, quand vous êtes, bien qu'ils représentent 1% de la population, les Français n'acceptent pas cet arbitrage. Pourquoi ? Parce qu'il y a une part de nous-mêmes chez les agriculteurs. Bien sûr, ils pèsent 1%. Bien sûr, c'est peu. Mais quelque part, ça nous parle. Et je crois que votre auditrice est assez représentative de cette ambivalence. C'est-à-dire qu'elle les soutient. Il y a une véritable sympathie qui est manifeste chez tous les Français. Et à la fois, l'idée de se dire, là, j'en ai un petit peu marre parce que... s'ils veulent garder leur capital sympathie comme les Gilets jaunes, eh bien, ils doivent effectivement faire en sorte de gérer leur colère qui est légitime. Il y a Denis de Toulouse qui réagit à ce que vous dites et vous demande est-ce que c'est pas une bonne opération pour la filière du cognac, de nos boissons, du fromage, des céréales, dans le Mercosur. Est-ce que c'est pas une bonne opération pour eux et c'est plutôt la viande qui serait une mauvaise opération? Alors, nous, on a pris les 5 derniers accords de libre-échange global. Et effectivement, vous avez des différences selon les produits. Mais il y a une autre chose qui ressort de cela, c'est qu'on a fait le même exercice pour les autres pays de l'Union européenne. Mais les autres pays de l'Union européenne, en ce qui concerne tous les produits et même pour l'agroalimentaire, eh bien, eux, ils en tirent davantage parti. Mais comment vous l'expliquez ? Eh bien parce qu'ils ont d'abord une structure de coûts qui n'est pas la même, c'est que les Français, ils ont peut-être des coûts supérieurs, et donc ils sont moins compétitifs, mais il faut aussi accepter, et c'est pour ça que là, pour le coup, je vais être d'accord avec vous, Jérôme, c'est que c'est un débat, je dirais, qui ne se limite pas à des questions d'équilibre coût et rentabilité, mais à des questions de savoir... quel est le budget qu'on s'en mettre pour bien manger? Quelle est la quantité qu'on est prêt en ce qui concerne la viande? Donc, il y a vraiment, c'est un sujet de société qui se pose derrière ça. On va y revenir, 0826 300 300, mais nul doute que ce traité sera signé avec ou sans la France. Ce matin, on avait le ministre des Relations avec le Parlement qui lui dit la France devrait voter contre. Oui, là mais ça aussi, va passer. On se retrouve dans un instant, 0826 300 300. On vous attend sur Sud Radio. Est-ce que vous soutenez le mouvement des agriculteurs? Comment est-ce que vous réagissez aux propos de Maud Bréjon qui dit que cette mobilisation, en tout cas ces blocages sont inacceptables et les images sont assez impressionnantes devant l'Assemblée nationale où Yael Braun-Pivet a dû être exfiltrée tellement le chahut était important et les agriculteurs ont des bonnets jaunes à suivre. L'application Sud Radio gratuitement sur votre smartphone. Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour. Quand vous me dites, alors je sais pas vous, mais moi, après les fêtes, j'ai plus rien qui me va. Pas de panique, c'est les soldes chez Carrefour. Avec jusqu'à 70% de remise immédiate sur des centaines d'articles au rayon textile, mais aussi bricolage, jouets, maison. Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Jusqu'à épuisement des stocks, détaillez magasins participants sur carrefour.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlons de la mobilisation des agriculteurs. Blocage inacceptable pour Maud Bréjon. Ils sont là pour protester contre l'accord du Mercosur, un accord qui devrait être signé demain avec la France ou sans la France. Peut-être quelques éléments politiques sur le sujet. Emmanuel Macron s'y est dit favorable et puis après il a rétro-pédalé. De toute façon...
ça se fera que la France signe ou non. Il y a une majorité de blocage de 35%. On est largement en dessous des 35%, puisque l'Italie a bien joué. Une fois de plus, ils ont permis le report en début d'année 2026 contre des compensations financières qu'ils ont obtenues auprès de l'Europe. Bon, donc ils ont bloqué le système temporairement avant Noël, et puis maintenant ils sont en train de le débloquer, et l'Italie va voter pour. Donc de fait, les accords vont être signés. Donc après, c'est l'adaptabilité et ce qu'on appelle les mesures miroirs qui vont être mises en place, mais elles sont aujourd'hui largement insuffisantes pour notre agriculture, c'est clair. Simplement, dans le Mercosur, il n'y a pas que l'agriculture, et c'est le problème de fond. Alors on est en ligne avec Thomas qui est journaliste à Sud Radio. Vous êtes sur place à l'Assemblée nationale. On a pu voir des images assez incroyables de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a dû être exfiltrée devant le chahut des agriculteurs. Racontez-nous un peu quelle est l'ambiance sur place. Écoutez, bonjour Valérie, oui bonjour. C'est ça, je suis sur place et Yaël Braun-Pivet est sortie sans qu'on s'y attende forcément et elle a été très mal accueillie, c'est le cas de le dire, il y avait des sifflets, il y avait des insultes, elle a essayé d'échanger avec certains agriculteurs mais c'était peine perdue d'office puisqu'elle s'est très rapidement faite chasser, même si certains, je le tiens à le préciser, ne soutenaient pas forcément l'action de leurs collègues agriculteurs, certains appelaient justement à échanger avec elle mais c'était beaucoup trop compliqué et il y avait vraiment plus de sifflets et d'insultes que de gens prêts à échanger avec elle. Qu'est-ce qu'ils disent, les agriculteurs qui sont sur place ? Qu'est-ce qu'ils demandent ? Qu'est-ce qu'ils attendent du gouvernement ? Écoutez, pour leur avoir posé la question, ce qu'ils me répondent, c'est qu'ils n'en attendent rien, tout simplement, que ça fait 8 ans ou 9 ans que ça va de trahison en trahison depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est simplement un cri du cœur pour eux. C'est une manière de dire on n'est plus d'accord. Mais voilà, on n'est pas entendu. C'est pour ça, pour eux, c'était quelque chose de symbolique d'aller devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais bon, ils y vont, mais sans aucun optimisme. Ils le disent d'office. De toute manière, ils n'en attendent rien. Ouais, merci. Restez avec nous, Thomas Aranou. On vous retrouvera tout au long de la journée, évidemment, puisqu'il y a des rencontres qui sont prévues politiquement pour Emmanuel Macron. Il y a malgré tout un enjeu, Marie-Ève Malouine. Oui, parce que Emmanuel Macron, c'est la cible. Ce sont des agriculteurs, beaucoup du Sud-Ouest, donc qui vivent le réchauffement climatique, la baisse de la consommation, la baisse de leurs revenus. Donc, ils sont dans des situations personnelles extrêmement difficiles. Et vous avez certains syndicats, la coordination rurale notamment, qui chauffent les braises et qui les entretient dans l'idée que de toute façon, les politiques ne leur donneront pas de solution, à commencer par Emmanuel Macron et les autres non plus. Là-dessus, vous ajoutez la dissolution, le report du plan annoncé par Gabriel Attal, et vous avez des agriculteurs qui sont remontés et qui n'attendent plus rien. Donc, ils viennent faire la démonstration du fait qu'ils souffrent, mais ils n'attendent plus de solution. Et donc, c'est là où Yaël Braun-Pivet, elle peut essayer de vouloir discuter, mais c'est impossible de discuter face à des gens qui sont, pour certains, au bord du suicide, qui ont eu certains de leurs amis, de leurs collègues qui ont effectué ce geste et qui ne voient pas comment ils peuvent s'en sortir. Ouais. Donc, il y a une désespérance et donc on ne combat pas cette désespérance par simplement la discussion. D'autant plus, encore une fois, je le redis clairement, elle est entretenue par des partis politiques. Oui, alors un agriculteur déclarait ce matin, il faut expliquer pourquoi on est là, on ne s'en sort plus, on n'arrive plus à vivre de notre métier, on a trop de normes, trop de charges, on est trop contraints, on va à l'Assemblée nationale. Et puis il y a des images également de CRS qui discutent avec les agriculteurs, loin d'images d'affrontements. Il y a des discussions qui se font de façon assez paisible. Franck Deduc. Oui, ça se fait de façon assez paisible et je pense que... Encore une fois, si les agriculteurs veulent garder la sympathie qu'ils inspirent auprès de la population, eh bien, il faut tout de même qu'ils restent, me semble-t-il, dans le cadre légal. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'indépassable, en particulier dans une démocratie qui respecte le contre-pouvoir. Mais il n'empêche que le pouvoir exécutif est piégé. Piégé d'abord idéologiquement, parce que, qu'on le veuille ou non, malgré des revirements ici ou là, le logiciel de base d'Emmanuel Macron, c'est celui
de l'adaptation de la France à la mondialisation. C'est celui des bienfaits du libre-échange. C'est-à-dire que c'était quand même son discours de 2017, très favorable au CETA avec l'accord Canada. Dans un premier temps, d'ailleurs, des changements de pied sur le Mercosur. Et puis, il y a un deuxième problème politique fondamental. C'est que là, on va avoir de façon très concrète, je dirais de façon bête et méchante, la perte de souveraineté de la France. C'est-à-dire que parce que nous sommes en majorité, ça relève de la majorité qualifiée et non pas de l'unanimité, eh bien, nous abandonnons une parcelle de notre souveraineté au bénéfice du plus grand nombre et nous acceptons d'appliquer des décisions que la France n'a pas votées. Donc, oui, c'est ce que nous dit Julien sur les réseaux en disant la France n'a plus de pouvoir et Macron n'a pas de pouvoir. C'est l'Europe qui décide pour les agriculteurs. Alors, c'est la perte de souveraineté puisqu'il s'agit de la politique commerciale qui ne relève pas de l'unanimité et qui relève de la majorité qualifiée. Donc, la minorité de blocage des 35%, la France ne l'aura pas. Et quel que soit son vote, on va toucher du doigt vraiment, je dirais, l'idée que on perd de la souveraineté. Alors, les européistes peuvent se dire, les pro-Europe, pardon, ou les fédéralistes peuvent se dire, mais au fond, si vous voulez plus d'Europe, il faut accepter d'abandonner un peu de souveraineté. Vous n'allez pas dire, les Bretons n'ont pas voté pour cette loi, on va pas l'appliquer en Bretagne. Bien sûr que non. Si vous appréhendez la souveraineté et la citoyenneté à une échelle post-nationale, vous devez accepter des pertes de souveraineté. Mais vous voyez bien que c'est fondamental ce débat. Derrière ce sujet mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'a aucun pouvoir, aucune latitude par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez accepté, la France a accepté, dans la mesure où la politique commerciale ne relève pas de l'unanimité, à accepter de perdre de la souveraineté. On ne peut pas dire tout et son contraire. Ça fait des années qu'on nous dit que l'Europe ne fonctionne pas précisément parce que on a une demande d'unanimité sur la plupart des sujets. Et là, on n'a pas une demande d'unanimité, on a une majorité qualifiée et ça ne va pas encore. Il faudrait savoir ce qu'on veut. Soit on dit on fait une Europe à deux vitesses avec ceux qui veulent avancer et c'est la majorité qualifiée, soit on dit non, on fait une unanimité sur tous les sujets et à ce moment-là, on a des blocages constants. Regardez ce que fait la Hongrie qui fait du chantage systématique. Regardez ce que fait l'Italie qui fait du chantage systématique pour avoir de l'argent supplémentaire. C'est insupportable. Ce que vous dites, Jérôme, est absolument... en vérité, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que nous sommes à un point de bifurcation où il faut choisir quel est le cadre de notre souveraineté. Mais personne ne veut choisir. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, Marie-Ève Malouine. Sur le niveau de souveraineté, la France, là, paye sa faiblesse, mais pas sa faiblesse maintenant, sa faiblesse passée. Quand le traité sur le Mercosur, la signature a été scindée en deux, ce qui permet d'avoir une majorité simplement qualifiée. Et la faiblesse de la France, pourquoi l'Italie s'en sort ? Pourquoi d'autres pays font de chantage ? Parce qu'ils sont dans un rapport de force au sein de l'Union européenne qui leur permet de négocier à leur avantage, ce que n'a pas fait la France, parce qu'on a eu un président de la République qui au départ était contre. Les parlements ont voté contre et puis récemment Emmanuel Macron a dit mais il y a des points positifs, finalement ça va dans le bon chemin parce qu'il essayait d'obtenir des concessions et donc il s'est affaibli. Mais si globalement vous êtes en train d'expliquer que pour résister à la mondialisation, ce qui se passe avec le Venezuela, l'Ukraine, etc., la France doit se refermer sur elle-même et dire pas en train de dire cela. Mais c'est lié quand même. Vous pouvez pas dire on perd notre souveraineté au niveau européen et donc ça sert à rien. Je suis en train simplement, Marie-Ève, de poser la question. Mais l'Union européenne, c'est un rapport de force interne aussi. L'Union européenne, ça a été aussi une avancée des nations. Et moi, j'entends cet argument de Jérôme, qui est de dire si la règle de l'unanimité nous impose le blocage. Juste un chiffre. Autour de la table, nous sommes 6. Vous savez quelle est la probabilité statistique d'être tous d'accord ? Non. Une chance sur 2 exposants 6, c'est-à-dire une chance sur 64. Oui. La diplomatie, on y arrive. Mais à 27, vous savez combien c'est la probabilité ? Avec des gens aussi différents. C'est une chance sur 137 millions. Ce que je constate, c'est que Marielle effectivement, a l'unanimité vous amène dans... Marielle a raison de dire que Macron, j'y viens, a été affaibli et qu'il a eu du mal à négocier du fait de la dissolution ratée, évidemment, mais... Ce que je constate, c'est que les pays qui obtiennent plus de l'Europe, c'est quand même les pays Orban et Mélanie, c'est quand même une certaine tendance politique.
Allez, on se retrouve dans un instant. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va parler de François Mitterrand, 30 ans, qui nous a quittés. On va parler du nucléaire français et puis des jeunes, de l'emploi, de la formation. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors les coups de cœur, les coups de gueule, c'est une manière de parler d'autres sujets que ceux qui sont forcément à la une de l'actualité. Franck, on va commencer avec vous. 8 janvier, 30 ans que François Mitterrand est mort. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors il y a une forme d'unanimisme pour rendre hommage à l'ancien président, qui est parfaitement légitime. Alors, pas sur CNews ce matin, je peux vous dire, j'ai regardé. Il y a quelques qualités quand même à Mitterrand. Oui, mais j'ai zappé ce matin sur des chaînes d'infos. Je me doute que c'est un peu brutal. Non, mais moi justement, je voudrais pas être à la fois un panagérique ou dans la critique non constructive, mais je reprends cette phrase qui lui a valu une supposée prescience. Il dit, vous vous rappelez peut-être, je suis le dernier président. Par cette phrase, il laissait entendre qu'au fond, c'était quelque part le dernier qui mettait le politique au-dessus de l'économique, au-dessus de la finance, qui se disait que, eh bien, on a encore la possibilité, avec la volonté populaire, de transformer le réel. Le problème, c'est que c'est le grand paradoxe, c'est qu'il a cette vista qui est de dire je suis le dernier président, mais en vérité il accompagnera, je dirais, le dessus politique, économique et financier où, premièrement, il fait le virage de 83 où il participe à la libéralisation des marchés, où il met la contrainte extérieure, le franc fort, il crée les conditions pour que, le monde de l'économie et de la finance passe au-dessus du politique. Et c'est ça le grand paradoxe, c'est qu'il voit le problème, le basculement où le politique a le dessus sur l'économique, mais en fait, paradoxalement, il accompagne l'abandon du politique. C'est-à-dire, il accompagne l'idée qu'on n'a plus le pouvoir les politiques n'ont plus le pouvoir d'agir sur les choses. Non, moi je l'ai combattu, j'ai commencé ma vie politique en combattant Mitterrand, donc je ne vais pas maintenant signer un panégyrique de François Mitterrand. Mais enfin, il a été réélu 2 fois, il a fait 14 ans de mandat, c'était d'ailleurs beaucoup trop long, on l'a bien vu, il a fini dans des conditions catastrophiques. Il y a eu 2 cohabitations qui ont fragilisé la Ve République, la première cohabitation 86-88, puis 93-95, ça a quand même été assez compliqué, l'image de la France a été abîmée, on avait une double commande, notamment dans les relations internationales, c'était pas très bon tout ça, mais j'avoue que je suis quand même admiratif de la complexité du personnage. Et il se souvient, alors je suis peut-être un peu naïf en disant ça, le politique, je le combats, l'homme lui-même, un champion finalement qui a été très lié au mouvement de l'extrême droite quand il était jeune, parce qu'il a commencé comme ça, et devenir champion de l'Union de la gauche, chapeau l'artiste. Ce qu'on peut évoquer 30 ans après, au-delà de la complexité, c'est les conséquences d'un certain nombre de choses sur le bilan politique. Quand je pense à Mitterrand, je pense à l'anecdote de Mauroy, quand c'était son premier ministre, si vous vous souvenez, qui avait dit, alors quelle est votre surprise quand vous êtes arrivé, il dit, j'ai découvert que le canard enchaîné ne dit pas toujours la vérité. Voilà, c'était ça. Marie-Ève, moi, pour l'avoir suivi, vous l'avez suivi, en politique intérieure, le personnage était fascinant, j'imagine. Oui, fascinant. Quand on commentait un discours de François Mitterrand, il y avait toujours, vous savez, ce moment où il commençait, il avait un texte, et puis il pliait en 4, il mettait dans sa poche, et puis il commençait à improviser. Il y avait des mots, il y avait des positions, des références culturelles qui donnaient matière. Il y avait aussi, on voit bien, même Emmanuel Macron maintenant, et les successeurs de François Mitterrand refont des coups politiques comparables à Mitterrand. Le référendum sur le référendum, l'émission médiatique avec Yves Mourouzi, quand on lui demande s'il est câblé, qui répond plaqué les cas. Il a inventé beaucoup de choses dans la vie politique moderne, et il avait une carrure. Qu'on soit d'accord ou pas, et son bilan est contrasté et tout le monde peut le commenter à sa façon, il avait une carrure qu'on n'a pas retrouvée aujourd'hui. Derrière, pour
peut-être aussi parce que c'était une question de génération, qui avait vécu la guerre, qui avait un rapport différent au pouvoir. C'était aussi une époque où, avant d'exercer le pouvoir présidentiel, même si les socialistes sont arrivés au pouvoir sans avoir d'expérience ministérielle, ils avaient une expérience de gérer l'exécutif. Ils étaient présidents de départements, présidents de conseils municipaux. Donc, c'est une gestion à la papa quand même, hein, Dieu tout-puissant. Non, mais c'est pas... Et donc, il y a beaucoup de choses à dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas François Mitterrand, alors que certains présidents de la République, il y a beaucoup moins à débattre, finalement, dans ceux qui lui ont suivi. Les réactions Mitterrand, le début des problèmes, de nos problèmes actuels, nous dit Vivi. Beaucoup de jeunes ont fait la fête à sa première élection, effectivement. Et tout ce que vous dites, oui, mais ça n'en fait pas forcément un bon président. Stéphane nous dit, il a été le dernier à être respecté, même s'il n'était pas respectable. Voilà, ça a suscité des réactions. Jérôme, un coup de cœur? Oui, un coup de cœur, enfin un coup de cœur, quelques bribes d'optimisme en cette nouvelle année concernant notre énergie nucléaire française. Alors on a parlé de nos agriculteurs qui sont en grande difficulté, on a parlé de notre industrie automobile en grande difficulté, mais en tout cas notre énergie nucléaire se porte bien. On a retrouvé les chiffres de production de l'énergie nucléaire française d'avant le Covid. Vous avez vu que dans les années 2020 à 2024, on avait eu des difficultés, notre production était en difficulté, on avait dû faire un certain nombre de réparations, de contrôles dans nos centrales nucléaires qui étaient vieillissantes. L'EDF a mis, et il faut les féliciter, tout le personnel qui est consacré aux centrales nucléaires est absolument formidable, avec une technologie de pointe qui est la première dans le monde, première mondiale, avec le programme START qui a permis en 4 ans de remettre à niveau la quasi-totalité de nos centrales nucléaires et de les rendre opérationnelles à nouveau. En réalité, on a aujourd'hui 57 centrales nucléaires et on en a en service 55. C'est assez phénoménal de voir comment on a repris position sur ce nucléaire et maintenant on exporte de l'électricité venant du nucléaire dans tout le monde et c'est un rapport de 5 milliards d'euros quand même qui rentre dans nos caisses tous les ans, ce qui n'est pas négligeable. Alors on peut dire que effectivement ça a coûté très cher, qu'il y a encore des problèmes, que Flamanville c'était un gouffre, etc. Oui, mais je crois qu'il faut quand même souligner l'effort qui a été fait par EDF pour reconquérir ce marché, pour remettre à niveau nos centrales nucléaires qui sont aujourd'hui quasiment toutes sécurisées et pour faire en sorte que nous ayons une énergie moins chère, que nous soyons exportateurs nets maintenant d'électricité nucléaire provenant du nucléaire et que nous progressions sur la décarbonation grâce à l'énergie nucléaire. Ouais. Voilà, donc un coup de cœur. Il y a le mot que vous avez à l'esprit tellement, j'imagine que vous ne l'avez pas prononcé, c'est notre souveraineté énergétique. Bien sûr. Et c'est le point essentiel. Mais ça veut quand même dire que pour obtenir un élément de souveraineté énergétique, alimentaire ou stratégique, c'est quand même le volontarisme de l'État. L'État, lorsque la puissance publique se déploie et qu'elle le souhaite véritablement en mettant des moyens, ça a quand même été nationalisé, EDF, eh bien on y arrive. Et ça c'est pas nouveau. Ça, alors c'est même, j'allais dire, Gilbert, ça remonte même à Colbert. C'est-à-dire, non mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment, oui c'est vrai, mais à partir du moment où vous avez la France donne le meilleur d'elle-même dans un cadre de puissance publique plutôt que dans la libre concurrence du marché. Eh bien ça c'est une constante que je soumets à votre sagacité et c'est bien la preuve que lorsque l'État le souhaite, lorsqu'il y met les moyens, il y arrive en peu de temps finalement, en peu de temps. Parce qu'il y a à peine 2 ans de cela, on n'était pas vraiment. Il a fallu 4 ans, mais bon, disons que c'est assez rapide. C'est quand même peu 4 ans. Pour une problématique nucléaire, c'est assez peu. Pour ternir un peu l'ode à la souveraineté que nous venons d'entendre de la part de France, je dirais qu'il y a malheureusement un certain nombre d'échecs lorsque l'État s'est engagé. Je pense par exemple au plan calcul qui a été une catastrophe. Donc l'État ne réussit pas non plus toujours. Un petit mot, Jean-Luc Mélenchon refait parler de lui. Et j'avoue que j'ai la nausée en voyant son tweet. Ignoble dessin antisémite de Marianne à propos du député insoumis Rodrigo Arenas.
est-ce qu'il sait ce que c'est qu'une caricature? Est-ce qu'il sait ce que c'est qu'un dessin de presse? Il a fait l'éloge funèbre de Charb. Enfin, franchement, mais on en est là. Non, mais c'est ignoble. Nécrochu montre en or, mais il n'en porte jamais. Et Babouche, qu'on m'évocation grossière d'islamophobie, j'apporte à notre député ici visé tout notre soutien. Je suis ulcérée au lendemain de l'anniversaire de l'assassinat des dessinateurs et autres personnes qui se trouvaient à Charlie Hebdo, mais comment on peut faire ça? Comment on peut écrire une chose comme ça? Écoutez, Valérie, vous êtes la meilleure défenseuse de Marianne, parce que effectivement, c'était pas du tout cette intention. Le dessin de presse, bien sûr. Et puis d'autre part, vous parlez d'islamophobie. Et puis, je vous raconte pas les mots qui sont employés. Non, en plus, si vous lisez l'article incriminé par Jean-Luc Mélenchon, c'est un article qui est tout à fait objectif, qui est très enquêté, qui est fondé sur de l'information, de l'enquête. Et je trouve que c'est extrêmement malvenu. Et puis d'autre part, la caricature suppose de se sortir de l'empire, cet horrible empire du premier degré. Complètement. Le premier degré est en train d'éraser toute ce que nous sommes. LFI, c'est 0 degré, excuse-moi. Tout ce que non, mais de quoi on parle? C'est une caricature. On ne parle pas d'une photo, on ne parle pas. Et c'est un dessin de presse. Et puis c'est absolument pas du tout l'intention de l'auteur. Bref, on se retrouve dans un instant. On va parler d'apprentissage avec vous, Marie-Ève Malouine, et avec vous également, Gilbert Azoulay. Tout de suite. Sud Radio, le 10h midi. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Alors, Marie-Ève Malouine, coup de gueule ou plutôt coup de projecteur que vous vouliez faire sur les jeunes sans emploi et sans formation. Oui, c'est un article du Parisien ce matin, je donne mes sources, mais qui remet sur le tapis un sujet qui vient régulièrement. Alors, je ne sais pas si on dit les NEET ou les NEET, puisque c'est un terme anglais, Not in Education, Employment or Training, mais en fait, c'est les jeunes qui sont sans emploi ni formation. Et vous parliez dans votre édité de ce qui est inacceptable. Et je trouve que pour un pays comme la France, c'est inacceptable. 15% des 15-29 ans en France n'ont ni emploi, ni formation, sont hors système scolaire, n'ont pas d'emploi et ne sont même pas en train de se former pour avoir un emploi plus tard. Au niveau européen, la moyenne, c'est 13%. Donc ça veut dire qu'il y a des pays qui font beaucoup moins. Et pour la France, honnêtement, il n'est pas acceptable d'avoir des jeunes, autant de garçons que de filles, qui entre 15 et 29 ans ne peuvent pas se projeter sur l'avenir par leur métier. Et qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils sont forcément exposés à tous les risques présents dans notre société en matière d'enrôlement politique, de narcotrafic, etc. Et donc, c'est vraiment inacceptable. Je pense qu'une société qui ignore 15% de cette classe d'âge est une société qui est en train de tirer un trait sur son avenir, et c'est une priorité essentielle. Et ça rejoint, si j'ai un tout petit peu plus de temps, par rapport à notre système éducatif ou même rétributif, on a beaucoup considéré l'intelligence du cerveau, mais l'intelligence de la main, l'intelligence du cœur, c'est-à-dire les soins, on a négligé ça, ce n'est pas rémunéré, il y a les formations ne sont pas valorisées, et ça donnerait des métiers à des tas de gens. Ça arrive aussi, il y a des papiers régulièrement sur tel jeune qui était en prison et qui a découvert son métier de cuisinier, d'artisan en prison. Il y a des choses à faire. Vous êtes dans le métier depuis longtemps, moi aussi. L'apprentissage, c'est une sorte de marronnier, un sujet dont on parle, dont on reparle. Et visiblement, il n'y a pas eu énormément de progrès. Il y en a eu, mais alors, à relativiser, mais vous voulez en parler, mais c'est... Il suffit pas qu'il y ait beaucoup de jeunes en apprentissage. On a cherché à faire du chiffre. Il faut qu'il y ait des jeunes en apprentissage vers des métiers qui leur plaisent et qui puissent exercer derrière. Il faut aller au-delà de la statistique. Mais c'est un sujet important aussi. Alors, oui, c'est un sujet important. Oui, c'est un sujet important. Alors juste pour revenir, moi, quand j'ai fait mes études d'économie il y a longtemps, mon professeur me disait, aux États-Unis, il y a des Américains qui sont dans une boîte noire, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et en fait, ça va arriver en Europe. Et ça arrive, voilà. C'est-à-dire, c'est 1,5 million de jeunes, c'est d'autres personnes dont on ne sait plus ce qu'ils font, où ils vont, ce qu'ils vont faire. Et ces gens sans projet, c'est un peu le destin qui nous attend. Oui, il y a eu des progrès, mais je trouve que l'apprentissage n'est pas valorisé. Enfin, je veux dire, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on en parle. En fait, juste
n'est pas valorisé. Vous dites à un parent ou à un enfant, voilà, peut-être que l'apprentissage, c'est toujours très mal vécu. Alors, il faut savoir que l'apprentissage, les principaux bénéficiaires des dispositifs d'apprentissage, c'est l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que c'est là où finalement il y a eu beaucoup plus d'apprentis dans les grandes écoles, ou l'université, pas assez, mais en tout cas l'université n'a pas assez profité, mais en tout cas il y a eu beaucoup de... C'est vrai que les métiers de la main ne sont pas assez valorisés. Mais si vous me permettez d'aller sur mon petit coup de gueule en ce début d'année, je vous ai fait passer la carte de vœux que j'ai reçue de France Université sur le monde de l'éducation, après que l'on découvre que les étudiants sont dans une situation précaire et la dégradation de leurs conditions de vie, on découvre que les universités ont plus un rond et que l'alternance qui permettait à des centaines de milliers de jeunes de s'insérer va subir un coup de rabot. Bref, ce qui constitue, et puis je parle encore souveraineté et indépendance, ce qui constitue le socle de notre souveraineté et de notre indépendance, c'est sacrifié en imaginant, bien entendu, que la situation sera meilleure. Je vous l'annonce. C'est tout l'inverse qui va se produire. La carte de vœux 2026, je vous en parlais, de France Université, qui regroupe la centaine d'universités françaises, elle est édifiante. Alors je vous la lis. En 2026, on fait toujours plus avec encore moins. Le tout illustré par un dessin où on voit une chercheuse, ce qui ressemble à être une chercheuse sur le toit, et qui travaille, et puis un fonctionnaire cravaté qui lui retire son échelle et qui lui dit « ça vous gêne pas si je vous l'enlève ?» C'est-à-dire qu'on ce sera encore moins. Et que dire de ce coup de rabot? Je vous en parlais de l'apprentissage. L'État réduit le financement en baissant les aides à l'embauche et augmente la contribution financière des entreprises. Je vous l'annonce à nouveau, le remède sera pire que le mal. Les entreprises vont moins embaucher et les victimes, ce seront les jeunes, évidemment. Enfin, last but not the least, on découvre que la nourriture constitue la principale variable d'ajustement du budget des étudiants selon l'Union étudiante. 48% des répondants déclarent avoir renoncé à se nourrir pour des raisons financières et 23% déclarent y renoncer plusieurs fois par mois. Et c'est la fin du repas à 1 euro, vous savez, que Frédéric Vidal avait mis en place en 2023, qui a été abandonné. Alors on le voit, la situation des étudiants se dégrade fortement, tandis que la France continue, pardonnez-moi, c'est mon petit couplet politique, de protéger prioritairement ces retraités qui demeurent parmi les mieux traités d'Europe. Alors je sais que ça va faire débat, ce que je dis. Ce qui crée un déséquilibre génériationnel de plus en plus lisible et visible. Pourquoi les opposer? Mais parce qu'on continue c'est le principal budget. Enfin, je vous apprends rien en disant que le principal budget de l'État, 30% du budget de l'éducation nationale, c'est le paiement des retraites. Donc ça crée un déséquilibre générationnel de plus en plus visible, et en fragilisant nos jeunes, on affaiblit la base du futur système social, et moins d'étudiants formés, c'est moins d'insertion et donc moins de cotisation. On a une auditrice, Marie, qui a accueilli beaucoup de jeunes. Elle était famille d'accueil. Elle nous dit: tous les jeunes dont j'ai eu la charge sont passés par l'apprentissage. Tous travaillent et évoluent dans leur métier. L'éducation nationale ne valorise pas du tout l'apprentissage et c'est bien dommage. Mais effectivement, ces baisses. Alors, dans Parcoursup, maintenant, il y a un onglet apprenti. Enfin, il y avait. On spécifiait apprentissage versus le classique. Maintenant, ça rentre dans le dispositif. C'est vrai que dans le bilan d'Emmanuel Macron, quand on fera les points positifs et les points négatifs, jusqu'à le nouvel ordre, l'évolution de l'apprentissage était plutôt un point positif. C'est-à-dire qu'il y a eu des mesures qui ont permis de passer de 400 000 apprentis à 800 000 apprentis en 2 ou 3 ans. C'est quand même assez considérable. Pratiquement atteint le million. Oui, on a pratiquement atteint le million, et l'Allemagne est à 1 million d'apprentis. Oui, bien sûr. Sauf que quand vous regardez la classification des apprentis, c'est effectivement l'enseignement supérieur qui en a bénéficié et non pas le travail manuel. Mais ça me fait rappeler que lorsque j'avais 12 ou 13 ans, Giscard d'Estaing était président de la République et il avait lancé un grand plan de revalorisation du travail manuel. C'était Lionel Stoléru qui était chargé de ça. C'était en 76. Alors ça nous rajeunit pas. Revalorisation du travail manuel. On attend toujours. Ce que vient de dire revalorisation du travail manuel, revalorisation des soins du travail liés aux soins aux personnes. On l'a dit pendant le Covid. Ce sont des gens essentiels. Et puis après le Covid, on n'a rien fait. Ils sont toujours avec des salaires extrêmement bas, des conditions de travail qui ne sont pas si simples, parce qu'ils commencent tôt et ils finissent tard, puisqu'ils s'adaptent aux horaires des personnes dont ils s'occupent, y compris le week-end. Et tout ça, ça n'a pas bougé. Et donc, je pense que dans la formation, et peut-être même, on peut lancer un autre débat par rapport à l'IA, parce que l'IA, je sais qu'on arrive à avoir des robots qui vous coupent les cheveux, mais avant que l'IA remplace les coiffeurs, avant que l'IA remplace votre infirmier, avant que l'IA remplace votre infirmière ou la dame qui vient vous lever quand vous êtes âgé, vous aider à faire votre toilette et qui discute avec vous, il va se passer du temps. Donc ce sont aussi des métiers qu'il faut valoriser
plutôt que d'avoir des jeunes qui, entre 15 et 29 ans, n'ont aucun métier et donc aucune perspective. Mais ça fait 50 Comment ans ils se transposent dans la réalité? Bon, je pense que Perico apprécie ce débat. L'IA ne fera pas l'andouille. Non. Voilà. Ça c'est sûr. Mais y aura-t-il encore de l'andouille dans quelques années? Mais au sens figuré. Au sens figuré, sûrement. Valérie, tant que vous et moi, on sera là pour vigiler. Nous, on mangera toujours de l'andouille. Alors, nous allons aller en direct retrouver nos agriculteurs en colère dans les barrages autour de la région parisienne, à l'Assemblée nationale, sur le Champ de Mars, où il y a une jacquerie qui prend des formes quelquefois un peu violentes, et nous serons en direct avec des témoins. Nous aurons aussi un responsable, un vice-président de la FNSEA qui va nous parler. Pas de vaches au concours agricole cette année. On prend les précautions sanitaires. Voilà. Et s'il n'y avait pas d'agriculteurs, c'est ce que nous a suggéré hier. Tout est bien salon d'agriculture, on sait bien, c'est le salon de l'agroalimentaire. Il y a tous des paysans. Voilà. Je reviendrai très à 14h sur les normes après la tragédie de Crans-Montana. Est-ce qu'il y a trop de normes ou pas assez? Vaste sujet. On s'amusera de Ségolène Royal qui considère que les rodéos urbains ce sont des œuvres d'art. Les petits chéris, c'est une passion, faut pas les embêter. Voilà. Et puis il y a les étudiants qui ont été obligés d'aller quand même faire leurs examens malgré la neige. Le Ouigo qui monte à 119 €. Autant prendre le TGV, c'est moins cher. Et puis comment Donald Trump s'est moqué de notre président de la République. Emmanuel, tu es pas gentil. Enfin, bon. Beaucoup de sujets voilà ce qu'on avec pourra vous dire aujourd'hui. Suivre un menu chargé, voilà, mais digeste. Très bonne journée sur Sud Radio, à demain. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie